Nous allons accueillir ce plateau Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, nouveau Front Populaire du Val-de-Marne. Bienvenue Madame Guettet, je vous en prie, installez-vous. Pendant que vous installez, nous allons écouter Jean-Luc Mélenchon, invité d'LCI. Hier, il parle de vous. Nous avons plusieurs candidatures à proposer, nous les Insoumis. Manuel Bompard. Par exemple, j'ai Mathilde déjà donné Panot. les noms, je vais recommencer. Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet, peut-être est-ce que j'en oublie d'autres. Mais il y a donc, les talents ne manquent pas. Et de toute façon, madame, pardon de vous dire que ce sera forcément une équipe. Et notre confrère Antoine Oberdorf, dans l'Opinion ce matin, parle de vous aussi. Je ne sais pas si vous avez lu cet article. Il dit, et je le cite, « En réalité, c'est un visage féminin qui pourrait tirer son épingle du jeu au sein de LFI. Clémence Guettet, l'une des principales architectes du programme de l'Union populaire, elle fait moins peur que la plupart des commissaires mélenchonistes. Admet un cacique du PS, c'est la seule qu'on peut imposer, confirme un conseiller insoumis. » Vous êtes candidate à Matignon, Madame Guettet ? Alors, Monsieur Boursier, vous allez devoir souffrir, vous et les autres chaînes, que pendant quelques jours encore, nous travaillons. Parce que vous le savez, en fait, on a fait cette réponse sur tous les plateaux de télévision. Je ne vais pas vous faire une réponse différente. Nous travaillons parce que la tâche qui est devant nous est immense, que nous devons proposer, en effet, un nom de premier ou de première ministre, mais aussi toute une équipe gouvernementale. Et donc, les discussions sont longues, et fort heureusement pour nous, les talents ne manquent pas. Donc, ce ne sera pas un problème de personne. Et par ailleurs, je veux le dire parce que peut-être vous allez égrener des noms en me faisant un quiz de oui ou non pendant cette matinale. Non, parce que c'est pas nos spécialités comme vous le savez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les Français, c'est pas le sujet. Vraiment, je le crois. Je crois qu'ils veulent savoir que les décrets d'urgence vont être signés et ils ne veulent pas spécialement savoir par qui. Et nous sommes un collectif et ça va changer de la monarchie présidentielle. Voilà. C'est pas tellement le jeu de la personne, et vous savez pourquoi, mais je vais aller au bout de mon questionnement pour les gens qui nous regardent, c'est que la personne qui incarne une proposition politique. Or, ce que l'on entend sont des voix différentes à l'intérieur de ce nouveau Front populaire. Les socialistes, les communistes... mais très homogènes. Oui, mais vous me l'accorderez quand même. Les communistes, les socialistes que nous avons interrogés sur ce plateau ouvrent la porte à la négociation sur le programme, ouvrent la porte au consensus sur certains sujets. Les insoumis que nous avons reçus disent ce ne sera que le programme, rien que le programme, nous ne discuterons de rien. La personnalité qui incarnera ça sera donc l'incarnation soit du consensus, et donc de certains pans lâchés, pourquoi pas, soit d'une ligne dure. Mais vous avez eu une interview de Jean-Luc Mélenchon lui-même sur votre antenne hier soir. En fait, il y a un chemin, et je crois que vous essayez de monter artificiellement... Non, je vous le dis, des dissensions dans ce que nous disons. En fait, nous sommes pragmatiques. Voilà, il y a une situation qui est qu'il n'y a pas de majorité absolue. Les Français l'ont parfaitement compris, mais il y a une situation politique qui est claire, et pour l'instant, celui qui manque de clarté, c'est M. Macron. Parce que le nouveau Front populaire, ne lui en déplaise, est arrivé en tête des élections, que la Macronie a été défaite à 3 scrutins. Les élections européennes, le premier tour des législatives, le second tour des législatives, que le Rassemblement national, qui avait été donné grand vainqueur avec une majorité absolue par 27 sondages sur 27 pendant toute l'élection, est finalement la 3e force de l'Assemblée nationale. Et donc, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, et figurez-vous que nous avons une ambition, et notamment en matière démocratique, c'est de faire vivre cette Assemblée. Donc, nous l'avons dit, il y a des choses pour changer la vie des gens qui peuvent être passées urgemment et par décret. Et ça, les constitutionnalistes, y compris je sais que vous en avez fait venir sur ce plateau, le confirment. Il y a des choses, le blocage des prix, l'augmentation du SMIC, abroger les décrets de la réforme des retraites odieuse de M. Macron, tout ça est possible en urgence. La mise en application. Et puis après, on peut pas défaire la loi par un décret. Pas la réforme des retraites à 60 ans, c'est-à-dire notre réforme et donc la suite de notre programme, mais les mesures d'urgence, elles sont possibles. Et y compris, il y a d'autres façons de gouverner, par exemple des circulaires. Je vous donne un exemple qui va parler aux gens. Le choc des savoirs, la réforme portée par M. Attal, Premier ministre, ministre de l'Éducation en même temps, ça n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Et donc nous pouvons dire que pour la rentrée 2024, il n'y aura pas ce tri social des élèves qui a été voulu et contre lequel tous les professeurs de ce pays se sont érigés. Vous revenez sur votre programme, vous avez raison. Nous, tous les matins dans cette émission, vous le savez sans doute, nous décryptons. Mais c'est parfait, on continue d'en parler. Donc nous continuons d'en parler. Sauf que, je reviens à ce que je vous disais, les différents représentants du nouveau Front populaire ne nous disent pas la même chose. Je n'essaie pas artificiellement de créer une dissension comme vous le dites. J'essaie d'éclairer les gens qui nous regardent sur ce qu'est la réalité du nouveau Front populaire. Est-ce que demain ce sera que le programme à la lettre
tel qu'il était défendu, décrypté ici, ou est-ce qu'il y a des amendements possibles pour constituer une majorité plus large? C'est ça ma question. Je vais vous le dire. Nous, insoumis, et je parle au nom des insoumis, mais j'en ai parlé parce que je suis dans les négociations avec les autres dirigeants et responsables des partis de la coalition du Nouveau Front Populaire. Nous avons dit que le contrat de législature qui nous lie aux Français, sur lesquels nous avons été élus, sera respecté. Voilà, je pense que c'est un rapport qui est sain aux électeurs. C'est-à-dire que nous l'avons dit, on est dans une crise démocratique extrêmement grave. La Macronie l'a creusée et enfoncée pendant 7 ans. Il y a une défiance très forte envers les institutions et envers la politique de manière générale. Et là, il y a eu une mobilisation populaire exceptionnelle, une participation exceptionnelle pour des législatives. Ça veut dire que pour beaucoup, et je les ai vus, il y a des gens qui sont allés voter pour la première fois. Et qu'on ne peut pas leur dire « Ah ben oui, mais on va bricoler, on va tripatouiller, etc. » Pour l'instant, celui qui fait obstacle au fait démocratique, c'est M. Macron. Nous avons remporté cette élection, ne lui en déplaise, et il n'avait pas de majorité absolue pendant 2 ans, et pourtant la Macronie a fait passer ses réformes, etc., y compris avec des outils que nous refusons, à savoir le 49.3. Donc nous allons faire... Ça veut dire que si vous êtes au pouvoir demain, vous n'utiliserez pas le 49.3 ? Franchement, je pense que c'est dans notre programme. Les gens ne comprendraient pas qu'un tel passage en force soit réitéré. Et je vous le dis, nous allons juste faire fonctionner la démocratie parlementaire. Et bon courage, vraiment bon courage aux représentants du peuple qui, quand ils auront en face d'eux une proposition pour augmenter les salaires, les indexer sur l'inflation, faire partir les gens à un âge raisonnable à la retraite, arrêter avec des grands projets inutiles et imposés qui détruisent l'environnement, la santé environnementale. Donc vous comptez sur la clarté des débats plutôt que le passage en force. Je compte sur la responsabilité et que les représentants du peuple à l'Assemblée nationale prennent une nouvelle habitude, c'est de voter en responsabilité. Et ils le feront devant les Français. Et ce sera extrêmement simple. Et ensuite, leurs électeurs pourront leur demander de rendre des comptes. C'est un fonctionnement qui est normal. Voilà. Imaginons, vous trouvez un nom à proposer au chef de l'État. Le chef de l'État nomme un Premier ministre issu du NFP. Vous avez un gouvernement. Comment vous faites pour qu'il n'y ait pas de motion de censure, pour ne pas être renversé? Comment vous faites pour obtenir la neutralité d'une partie des groupes à l'Assemblée qui serait nécessaire pour gouverner puisque vous seriez minoritaire? Il y a le déroulement de notre programme qui a été séquencé. Honnêtement, je pense que nous avons été une exception dans cette campagne des législatives, c'est que nous avons affiché la couleur. Voilà, on a affiché un programme, et y compris en faisant un effort de clarté qui n'a été fait par aucune autre force politique, c'est de dire les 15 premiers jours on va faire ça, le premier mois on va faire ça, etc. etc. Et donc les représentants du peuple auront à s'exprimer à l'Assemblée nationale. Et ils auront le loisir aussi, et je le dis en responsabilité, ils auront le loisir aussi de présenter une motion de censure et de la voter. Mais je ne peux pas avoir dénoncé pendant 7 ans le coup de force permanent du monarque présidentiel qui, encore aujourd'hui, est en train de traîner des pieds parce que le résultat des urnes ne lui plaît pas, et vous dire il n'y en aura pas. C'est la vie démocratique de notre pays. Je vais poser la question autrement. Est-ce que vous avez intérêt à y aller politiquement en sachant que ce sera très difficile de faire passer vos textes justement parce que vous n'êtes pas assez nombreux? Mais madame, je suis étonnée parce que pendant 2 ans, quand les macronistes ont fait des réformes impopulaire à un point inimaginable. On l'a dit. 9 Français sur 10 qui ne voulaient pas de cette réforme des retraites, ils sont passés en force. Alors, aucun budget, 250, je termine mon raisonnement. Aucun budget qui n'a été passé par le vote. Tous en force, y compris, nous avions voté des améliorations. Je vous cite un exemple, des milliards pour la rénovation thermique des logements. Ça veut dire que les gens qui ont froid en hiver et qui ont beaucoup trop chaud en été auraient pu voir leur vie changer. Par les représentants du peuple, ça avait été voté à l'Assemblée nationale. Ils l'ont effacé par le 49.3 parce qu'en plus le 49.3 leur a permis de faire ça. Nous n'allons pas pratiquer ce type de brutalité. Voilà, nous avons un autre engagement dans les Français. Et je le dis aussi, le responsable du blocage aujourd'hui, c'est M. Macron qui a refusé la démission de M. Attal, qui a dit ça va continuer comme avant. Et donc, les gens... Si vous avez proposé de trouver un Premier ministre dès mardi, vous auriez été bien, dès aujourd'hui, vous auriez été bien embêtés, puisqu'il n'y a pas de nom pour l'instant. Il y a ça aussi. Il y a des discussions, vous n'avez aucune idée de l'état des discussions entre nous. Moi, j'ai entendu ce que nous a dit, par exemple, Olivier Faure, qui dit on sera prêt pour la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine. Moi, j'écoute ce qu'on nous dit. Est-ce que vous trouvez que c'est un calendrier qui est totalement déraisonnable dans les conditions démocratiques dans lesquelles se sont faits cette dissolution? En toute honnêteté, attendez, le président de la République de choisir un Premier ministre, vous n'avez pas donné en même temps, je vais essayer de répondre sérieusement à votre question. Il y a eu
une élection européenne où le Rassemblement national dans ce pays est arrivé largement en tête. Macron n'avait prévenu personne, il est apparu à la télévision et il a dit « je dissous, après moi le chaos, on verra bien, les Français vont retourner aux urnes ». Les Français sont retournés aux urnes avec un niveau de participation exceptionnel. Les services de l'État se sont alignés pour organiser ces élections le mieux possible. Les formations politiques ont présenté des programmes, ont joué le jeu, ont présenté leurs propositions. Et aujourd'hui, on viendrait nous dire... Le nouveau Front populaire a gagné, mais ça n'est pas normal. Retirez-vous quasiment. On ne va pas s'excuser d'avoir gagné ces élections. On veut maintenant appliquer notre programme. Et donc nous prenons le temps nécessaire. En 4 jours, nous avons présenté un programme de 150 mesures. En 3 jours supplémentaires, nous l'avons chiffré absolument entièrement. Et là, tout ferait que nous prenions quelques jours pour la question des personnes et de l'équilibre. Nous avons une question avec Pascal Péric. Nous brûlons de vous poser depuis un moment. Alors, allez-y, une question simple qui appelle une réponse claire, puisque vous parlez de clarté. De quelle façon allez-vous choisir votre éventuel Premier ministre? Est-ce que c'est par un vote du groupe parlementaire? Est-ce que c'est les chefs de parti qui se mettent d'accord entre eux? Est-ce que c'est un consensus? De quelle façon vous allez choisir? Les Français ont le droit de le savoir. Tout à fait. Nous l'avons dit, et d'ailleurs c'était une proposition de Monsieur Faure, nous avons une coalition. Et donc désormais, et c'est l'usage républicain dans la Ve République, c'est le groupe qui aura le plus de force au sein de la coalition qui pourra proposer un nom. Et je le dis... C'est plus du tout ce que disent vos alliés, mais plus si, du tout. Mais si, monsieur, vous inquiétez pas. Et je le dis, ça ne sera pas là non plus un passage en force. Ce sera en discussion avec les partenaires de la coalition. Contradictoire ce que vous dites. Bah non, c'est pas parce qu'on propose des noms... Si c'est le groupe LFI qui décide... Non, mais monsieur, ça n'est pas parce qu'on propose des noms qu'on les impose aux autres. On va en discuter. Et croyez-moi, quand nous discutons là, nous avons conscience de la gravité de la situation politique du pays. On a évité l'extrême droite en tête. Il y a des gens qui respirent à nouveau depuis dimanche soir parce que, en tant que personne racisée, parce que, en tant que personne LGBT, parce que, en tant que personne vulnérable, les uns et les autres étaient pétris d'angoisse et une angoisse politique. Je ne fais pas appel à des affects qui seraient irrationnels. C'est une angoisse politique qui est tout à fait légitime parce que le projet du Rassemblement national est un projet raciste et de casse sociale. Nous avons évité ça. Maintenant, nous avons une seconde responsabilité, c'est être à la hauteur de la confiance que nous ont fait les Français. Je le répète souvent, mais j'y tiens beaucoup. Nous, on a plongé nos nez dans le programme et depuis le début de cette campagne. Bravo. Vraiment, on a épluché tous les programmes. Donc, on a regardé aussi, puisque c'est un reproche qui vous est fait souvent, nous, on a voulu regarder le reproche et les chiffres, le financement de votre programme. Vous aurez noté qu'on est les seuls à avoir un financement. Théorique, oui. En tout cas, il y a des chiffres qui sont posés. Et il y a surtout... Alors attendez, Pascal, je vais vous préciser ma question, s'il vous plaît. Il y a un chiffre que l'on entend souvent dans la bouche des membres du nouveau Front populaire, c'est 230 milliards de cadeaux faits aux entreprises. Ce chiffre, et aux actionnaires. Je ne sais pas si vous-même vous l'utilisez, mais beaucoup des membres du NFP l'ont utilisé, et sur ce plateau aussi. La question que nous vous posons ce matin, c'est... D'où vient ce chiffre de 230 milliards? Comment vous y êtes parvenu et quelles sont vos sources? Eh bien, il y a des travaux d'économistes. Je pense notamment à Anne-Laure Delatte, que vous connaissez sans doute, qui a écrit un livre qui s'appelle L'État droit dans le mur, je crois, ou face au mur, quelque chose comme ça, et qui montre qu'il y a un manque de transparence totale sur les aides, les dispositifs d'accompagnement aux entreprises. Elle montre que, et je la cite... la complexité de trouver un chiffre. Non, mais donc je suis très curieux. Tout à fait. Mais disons de l'ordre de 200 milliards. Et ça nous laisse, vous serez d'accord, une très bonne marge de manœuvre pour trouver des sources de financement. Combien de temps? J'explique aux gens. Allez-y. Ce que nous dénonçons, c'est que ces aides aux entreprises sont faites sans contrepartie. Dans l'opacité, que les citoyennes ne sont pas en capacité de savoir qui obtient quoi, dans quelle mesure, dans quel temps. Ça, on le sait. La traçabilité, je me permets de vous le dire, que la traçabilité, moi je suis capable de la démontrer. En revanche, je partage votre avis sur l'absence de contrepartie. Tout à fait. En revanche, la traçabilité... Attendez, et je je finis sur cette histoire de contrepartie. Elle est limpide. Hein. Pardonnez-moi, parce que tout le monde n'est pas expert. Ça veut dire quoi? Quand on parle de cadeaux, on parle d'exonération, par exemple? Moi, je n'ai pas parlé de cadeaux. J'ai parlé d'aide. Voilà. Mais alors, ce sont des dispositifs généraux, et j'englobe là-dedans tout un paquet de choses, des dispositifs d'aide aux entreprises. Et quand je dis sans contrepartie, c'est contrepartie en matière de droit social. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des grandes entreprises qui
qui pratiquent des politiques de casse sociale, c'est-à-dire avec beaucoup de temps partiel, avec des gens qui sont précarisés de manière extrêmement massive, etc. Non, mais ça reste. Il y a beaucoup de choses qui sont légales, mais qui ne sont pas normales politiquement. Et le deuxième volet, c'est le financement anti-écologique, c'est-à-dire des milliards versés de manière aveugle, sans aucun contrôle de l'État, pour des entreprises qui financent des projets qui sont climaticides ou, pour le dire plus simplement, nous pensons que la politique a à se mêler de ce type d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que l'argent de l'État, c'est notre argent. Excusez-moi, je finis mon raisonnement. Non, c'est sur quelle période ? C'est ça aussi ma question. 200 sur combien de temps ? C'est sur... il me semble que c'est par an. Non, pardon, c'est sur 5 ans, excusez-moi, c'est sur 5 ans, en effet. 5 dernières années. Les 5 dernières années. Vous avez raison, c'est 50 milliards d'aides, grosso modo, par année. Si c'est 200, c'est totalement déraisonnable, parce que l'État peut se mêler d'économie. Voilà, l'État peut dire, nous pensons que les entreprises, par exemple les petites et moyennes entreprises, doivent être davantage accompagnées que les grosses qui versent des milliards et des milliards de dividendes. Mais c'est important de faire la clarté là-dessus, et c'est l'objet de notre question, puisque comme vous proposez un fonds de péréquation pour aider les petites entreprises à financer un SMIC à 1 600 €, oui. Nous, et c'est pas le seul dispositif d'ailleurs. Non, bien sûr, mais nous avons besoin de comprendre pour expliquer aux gens Monsieur Boursier, d'où ça vient. Ça m'intéresse de répondre à cette question, parce que c'est une objection qui nous a été faite et que je trouve juste sur le fond. C'est-à-dire, nous disons 1 600 € pour le SMIC parce que les gens n'arrivent plus à vivre. Et on nous répond, les petites entreprises, les moyennes entreprises, ça peut être difficile pour elles de l'assumer, etc. Je réponds par plusieurs choses. La première chose, c'est le blocage des prix de l'énergie, parce que nous avons atteint en Macronie le record des faillites de TPE, PME. Pourquoi ? Notamment pour la question énergétique. Et que tous ceux qui ont, par exemple, des commerces de bouche, je pense aux boulangers, je pense à ceux qui ont des frigos, je pense à ceux qui ont vu leur facture d'énergie. Désolé, je vous presse un peu, mais le temps est terminé, qui nous est imparti. Mais donc, sur la facture d'énergie... Donc, facture d'énergie, on bloque les prix, ça sort tout le monde. Ensuite, il y a cette histoire de caisse de péréquation. Ça veut dire de la solidarité entre les entreprises de ce pays. Et ça veut dire que celles qui versent des milliards de dividendes doivent pouvoir aussi aider les plus petites. Et je le dis par ailleurs, c'est vertueux. Parce que qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplir le carnet de commandes des petites entreprises. Vous ne délocaliserez pas la boulangerie. Si les gens regagnent du pouvoir d'achat, ils vont aussi consommer dans les commerces de proximité. Et c'est ça le modèle que pardonnez-moi, j'ai une dernière question précise, parce que je suis désolé, le temps est terminé, mais c'est important. Monsieur Mélenchon dit hier, j'ai demandé à Éric Coquerel, le fonds de péréquation, on ne peut pas le mettre en place tout de suite. J'ai demandé à Éric Coquerel, ancien patron de la commission des finances, comment on peut faire maintenant, parce que ça ne va pas se faire en 2 jours. Monsieur Coquerel aurait répondu, je cite Jean-Luc Mélenchon, on va prendre l'argent sur certains crédits accordés actuellement. Est-ce que vous avez des précisions à faire là-dessus ou pas ? Des dispositifs d'accompagnement financier. Parce qu'en fait, on veut répondre à cette urgence et à cette angoisse. Et que je comprends, parce qu'en fait, derrière les TPE, PME, souvent, c'est des gens... C'est 95% voilà, et puis c'est des gens dont c'est la vie, qui ont investi parfois, y compris personnellement, etc. Donc des dispositifs d'accompagnement financier. Ils sont précisés d'ailleurs dans le document de chiffrage macroéconomique que nous avons. Ça peut être des aides temporelles, ça peut être des prêts à taux zéro sur 1-2 années. Voilà. Il y aura des dispositifs pour sortir tout le monde de l'urgence. Et je veux le dire, en fait, ce qu'on applique aux entreprises, c'est la question du partage des richesses. Et ça vaut aussi pour les gens. Avec notre réforme fiscale, c'est 9 Français sur 10 qui vont y gagner. C'est un principe général. Il est temps de remettre un petit peu d'ordre dans le pays et un petit peu de justice sociale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Je vous laisse quitter le plateau, puisqu'on va accueillir maintenant Clément Beaune, qui lui était ancien ministre d'Emmanuel Macron. Entrez, monsieur Beaune, je vous en prie. Merci beaucoup, madame Guettet, d'avoir été avec nous ce matin. Bienvenue, Clément Beaune, sur ce plateau. C'est toujours très intéressant de recevoir, évidemment, les responsables politiques. On essaie d'éclairer les choses pour vous au mieux dans la situation que nous traversons actuellement. Alors, est-ce que le bloc central tel qu'il existe aujourd'hui, plus petit, beaucoup plus petit qu'avant, l'objectif reste de faire une majorité la plus large possible, des Républicains jusqu'aux communistes ? En tout cas, il va falloir une coalition. Moi, je suis quand même surpris que, face à ce Parlement, qui est assez imprévu, totalement inédit, c'est-à-dire un Parlement fragmenté, il y a une bonne nouvelle, tant mieux, le Rassemblement national ne pourra pas gouverner, n'aura pas de majorité à l'évidence. Tout le monde fait comme si il avait gagné. Nous, il faut qu'on soit lucide. On était un bloc quasiment majoritaire, on ne l'est plus. Bon. Mais j'entendais Mme Guettet, le nouveau Front Populaire, qui dit on va gouverner tout seul, il leur manque plus de 100 députés.
qui redécouvrent maintenant le bonheur du 49.3 qu'ils ont contesté. Enfin, quand bien même on gouverne avec le 49.3, ça n'a pas l'air très clair. C'est un texte. Non, hein. Oui, elle a dit non, M. Faure a dit oui, Mme Rousseau a dit oui, puis non. Bon, déjà, c'est pas très clair sur le fond. Et puis surtout, je le rappelle quand même, le 49.3, c'est une fois par an. C'est le budget plus un texte. Le budget, en revanche, est pioche illimité. Hein. D'accord, mais enfin, le budget, c'est un texte par an. Il est voté en plusieurs morceaux. Pas rentrer dans la technique, non mais c'est un texte par an, donc c'est le budget plus un texte. Moi j'ai compris que dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y avait des dizaines de textes à prendre, y compris au Parlement. Et d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, le gouvernement d'Elisabeth Borne auquel j'ai appartenu, il faisait passer l'immense majorité de ces textes par une majorité parlementaire positive, qui était à construire à chaque fois, au cas par cas. C'est pas technique, c'est politique ce sujet. Ça veut dire qu'il n'y a aucune force politique qui a aujourd'hui une majorité. Quand ça se passe comme ça dans un Parlement en Europe, on négocie une coalition. C'est pas une façon de détourner le vote, c'est pas une façon de contourner le résultat, c'est simplement une façon, au contraire, de prendre en compte le message des Français. Si les Français, collectivement, n'ont mis aucun bloc en majorité, loin de là, c'est bien qu'il faut construire cette coalition. Moi, je respecte. Ce que vous dit la gauche, M. Bonne, c'est que les Français les ont mis en tête. Mais tout à fait. Alors, certes, sans majorité, mais ce que vous dit la gauche, c'est très bien, venez. Mais venez faire une coalition à nos conditions. Vous y êtes prêts ? Une coalition aux conditions d'une seule force, ça ne s'appelle pas une coalition. Bon, ça s'appelle rejoindre une autre force politique. Certains feront peut-être ce choix. C'est pas le mien. Je ne pense pas que ce sera le choix de la plupart des gens du bloc central issu de la majorité. Une coalition, ça veut dire qu'on se met autour d'une table et qu'on discute et qu'on ne dit pas c'est mon programme, tout mon programme, rien que mon programme, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon. Ça s'appelle pas une coalition. Ça s'appelle une force politique qui aurait une majorité. C'est intéressant ce que dit Mme Guettet ce matin, M. Bonne. Elle dit, nous allons aller à l'Assemblée nationale avec l'état de nos forces actuelles, avec notre programme, libre aux autres de voter contre et de nous faire tomber. Les masques tomberont et les Français verront. On pourrait penser que c'est très honnête. Non, mais deux choses là-dessus. D'abord, quand on est la force qui prend le contrôle, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'aurait le gouvernement, c'est ça qu'il demande, qu'aurait le gouvernement et qui ensuite propose des textes au Parlement, c'est qu'on ne joue pas les choses au dé, c'est qu'on a une feuille de route, qu'on a un programme et qu'on a une forme de certitude ou de garantie d'avoir un certain nombre de textes qui passent. Quand vous êtes à 100 députés de la majorité, ça n'est pas le cas, il faut être lucide. Je le dis humblement, la majorité sortante n'avait pas la majorité tout court, mais elle était proche de la majorité et l'essentiel des textes, je le redis, était voté avec le concours de socialistes, de républicains et d'autres. Là, c'est pas le cas. Il faut être lucide, on ne peut pas détourner la réalité. Moi, je suis très respectueux et démocrate. La première force politique de cette Assemblée nationale, c'est effectivement le Nouveau Front Populaire. Donc ils ont les droits particuliers. Ils ont les droits particuliers. Alors pourquoi est-ce que le président de la République ne les a pas appelés Attendez, ils ont le droit, peut-être même le devoir, d'initier ce travail de coalition. Mais dire... on veut que les gens votent tout notre programme, rien que notre programme, on va gouverner par décret, par 49.3, alors qu'on est très 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 loin d'une majorité, c'est pas exactement le message politique et parlementaire de dimanche. Coalition, alors que LR refuse clairement la coalition et que le Front Populaire refuse clairement la coalition. Comment vous faites pratiquement ? Qu'est-ce que vous dites aux Français ? Ils ne veulent pas de cette coalition dont vous parlez. Ils n'en veulent pas. Alors d'abord, on n'est qu'à 24 heures des élections. Bon, donc 48 maintenant, même on peut 48, je vous l'accorde. Bon, 36, bon, enfin, c'est le début. Bon. Mais si moi je l'ai toujours dit, je le dis y compris pour la majorité sortante, si notre culture politique consiste toujours à dire on a tous gagné, on va tous appliquer notre programme, y compris le Nouveau Front Populaire, dont je reconnais qu'ils sont en tête, pas de problème là-dessus. Ça ne va pas marcher. Donc vous avez raison, que si tout le monde dit il n'y aura pas de coalition, il n'y aura pas de négociation, ça sera notre programme, point barre, ça ne va pas marcher. Mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc moi je n'ai pas le mode d'emploi, d'ailleurs je ne suis pas parlementaire moi-même. Simplement ce que je constate, c'est qu'on a le meuble en kit et qu'il va bien falloir le monter. C'est le message des Français. Je vais vous dire, même encore une fois très humblement, on aurait dû réussir cela dans des conditions qui étaient plus faciles. En 2022, les torts sont partagés, la majorité sortante ne l'a pas réussi, les autres partis n'ont pas voulu. Bon, ça c'est le passé. Mais on ne va pas se regarder en chien de faïence en disant écoute, c'est mon programme et rien d'autre, c'est tout le programme Nouveau Front Populaire, dont d'ailleurs pas très bien compris comment était financé, j'ai écouté Mme Guettet, LR qui a 60 députés à peu près qui va dire moi je travaille avec personne, je suis quasiment majoritaire moi tout seul, et un bloc central qui dirait moi je continue comme avant, ça ne va pas marcher. Donc il faut bien que quelqu'un casse le mur et saute la frontière. Est-ce qu'il ne manque pas une parole, c'est-à-dire une parole du président de la République qui dirait j'acte le résultat des urnes, voilà ce qui s'est passé et je pense qu'il va falloir une coalition. Est-ce qu'il ne manque pas cette parole-là dans le mouvement politique? Il faudra sans doute cette parole, mais là aussi il ne faut pas qu'on soit collectivement dans notre paradoxe de la culture française jupitérienne qu'on entretient nous-mêmes. C'est-à-dire, tout le monde a dit, ce sont des élections législatives qui ne suivent pas une élection présidentielle. C'est maintenant le Parlement qui a l'essentiel du pouvoir et de la responsabilité de construire une coalition. Et dire, on attend que le président nous dise comment faire.
Enfin, il faut être un peu sérieux. Si on pense que là, il y a un moment parlementaire, il faut que des forces parlementaires se prennent un peu par la main et essaient de négocier. Vous entend tout et n'importe quoi, Clément Beaune. Alors, les électeurs ont mis J'espère que ça va un peu changer. Le NFP en tête, c'est un fait. C'est un fait. On entend certains dire la France est à droite. Malgré ce résultat. 10 millions de Français ont voté pour le Rassemblement national, 7 pour la gauche. Donc, non mais, la représentation parlementaire, elle est différente de la représentation démocratique, si on tient compte du nombre de voix. Alors attendez. Ça, c'est encore un autre débat. Non, c'est pas un autre débat. Ça, c'est important, mais je veux dire... C'est un vrai sujet. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le Parlement, il est là. Oui. Et les gens, on a un système, sans rentrer dans trop de détails, qui est un système parlementaire majoritaire à 2 tours. Et donc le Rassemblement national, il a eu beaucoup de voix. Il a plus de députés, il ne faut quand même pas oublier qu'il a beaucoup gagné en députés, c'est un message qu'il faut entendre. Enfin... Quand il y a eu un choix à faire, notamment dans les duels, les Français ont choisi de ne pas donner, et de très loin, une majorité au Rassemblement national. Vise à la gouvernabilité, Monsieur Beaune. Non. Alors Attendez. À la gouvernabilité. Si, non, mais vous, précisément, puisque vous êtes là, c'est à vous qu'on pose la question. Sur les sujets là que vous avez entendus, Madame Guettet, SMIC à 1600, augmentation du point d'indice des fonctionnaires, réforme des retraites, et puis ISF. Qu'est-ce qui vous paraît accessible pour vous? Sur quoi vous accepteriez de discuter? D'abord, je ne suis pas parlementaire, donc je ne peux encore moins faire mais votre avis. Mais comment ça se passe je ne veux pas dire que c'est des modèles. Enfin, les démocraties parlementaires, on n'est pas la seule au monde. On en voit pas loin en Europe, et ça marche pas trop mal, les coalitions. On est une exception, Monsieur Beaune. Bah oui, 4 pays de l'Union européenne ne sont pas gouvernés par des coalitions, 23 le sont. On était une exception jusqu'à présent. Mais le message. Encore une exception. Pour l'instant, on est un entre-deux. On est un entre-deux, mais la vérité, c'est qu'on est une démocratie parlementaire. C'est caché parce qu'on a une fonction présidentielle très forte. Enfin, on l'a vu dans le passé, quand il y avait, par exemple, une force politique qui gagnait au Parlement et qui n'était pas de la même couleur que le président, ça s'appelait la cohabitation. Et c'était le Parlement et le gouvernement qui décidaient largement. Là, on est dans une configuration, certes nouvelle, mais qui est en fait assez normale en Europe. Qu'est-ce qui se passerait dans ces cas-là? On prendrait effectivement les programmes des forces politiques, en commençant par la première. Moi, je respecte. Qu'est-ce qui vous paraît admissible là, dans leur principal? Je vais pas vous faire la liste, mais... Non, mais le SMIC à 1600, est-ce que, par exemple, vous considérez que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, c'était pas dans le programme que j'ai défendu pour ces élections législatives, donc je vais pas vous dire que j'ai changé d'avis. Mais on n'est pas riche à 1600. Vous pourriez vous dire, vous êtes plutôt un homme de gauche, vous pourriez vous dire 1600 €, mais après tout, net, c'est pas une fortune. Moi, je viens de cette gauche, et je regrette d'ailleurs que certains l'aient abandonné dans l'accord avec le nouveau Front Populaire, qui a considéré qu'être de gauche, c'était pas raconter n'importe quoi aux gens. Et je pense qu'augmenter unilatéralement partout le SMIC significativement, ça va détruire des emplois. C'est pour ça que je ne l'ai pas défendu, sinon je l'aurais défendu à la campagne. Maintenant, je ne vais pas vous dire le contraire de ce que je viens d'expliquer. Quand il y a une force politique qui est en tête, elle a le droit de proposer un certain nombre de mesures. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'à l'heure où on parle, il faudrait se mettre autour de la table, et l'équilibre de cette Assemblée, si on regardait les choses un peu froidement, ce serait une coalition sans doute qui irait des communistes ou des écologistes jusqu'à des LR. Alors des LR, parce que Laurent Wauquiez n'en veut pas, Bruno Retailleau n'en veut pas. Alors mais très bien, mais ils peuvent venir, moi je suis assez serein, je ne serai pas autour de la table parlementaire, mais ils peuvent venir tous sur vos plateaux pendant des semaines et vous dire, moi je ne veux pas travailler avec les autres, bon bah très bien. Bon bah du coup il y aura quoi? Il y aura un gouvernement d'affaires courantes? Oui, il y aura un gouvernement de techniciens pendant un an, jusqu'à une nouvelle formidable. Moi j'ai compris, enfin il y a quand même eu un taux de participation massif. Oui. Les Français qui ont été stressés, parce qu'ils ont eu peur du Rassemblement national, ils se sont mobilisés aussi pour faire rempart. Il faut entendre ce message. Ils ont envoyé un message, moi je le dis en tant qu'homme qui vient de la gauche, mais qui met une force d'extrême droite quand même plus haut qu'avant. Bon, ça envoie des messages, pas que sur les questions de sécurité, je pense aussi sur les questions sociales. Bon, bah, si tout le monde répète que les choses sont figées et qu'il ne veut pas gouverner, au fond... Bah, on va juste pas y arriver. Mais la réponse, je dis juste que s'il n'y a pas une addition des programmes et des partis politiques qui représentent un champ républicain, démocrate, modéré, il n'y aura pas de gouvernement. Si on débloque cela... Est-ce qu'il faut exclure définitivement... et si on débloque cela, eh bien, il peut y avoir une large majorité, peut-être temporaire, mais qui gouverne pendant un an, 2 ans. Définitivement la démission du président de la République. Mais ça n'est pas le sujet, et je ne vois pas en quoi ça résout... Bah non, si, enfin, pardonnez-moi, le sujet est sur la table. En tout cas, plus qu'il ne l'a jamais été. Il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus de dissolution possible avant un an, et parce que vous venez vous-même de décrire une situation de blocage hors négociation. Je viens de décrire une situation d'immaturité, pas de blocage. Il appartient aux forces politiques. Non mais attendez, on est au bout de quelques heures. J'espère bien, et ce serait... Les Français, ils ont voté massivement. Ils savaient que c'est... en tout cas, ça ne résoudra pas le sujet, et c'est pas le message, et c'est pas le sujet de l'élection législative de dimanche. Est-ce que ça vous fait... Pardon, mais ça serait aussi... D'abord, je ne le souhaite pas, mais en plus, ce serait, du grand n'importe quoi et beaucoup trop facile. On dirait, écoutez, on n'a même pas essayé de discuter. Là, on est à 24 heures, 36 heures, 48 heures d'élection. On n'a même pas essayé de discuter. Oui. Et c'est le président qui est le problème. C'est trop facile. Et je le dis aussi, parce que c'est quand même important pour celles et ceux qui siègent au Parlement. L'immense majorité des députés a été élue par des électeurs qui ne les ont pas choisis au départ.
Et donc ça veut dire aussi que chacun doit surmonter un peu son programme. Merci beaucoup, M. Beaune, d'avoir et été avec ses nous ce convictions. matin sur LCI.